Mesdames et messieurs, bonsoir et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo pour parcourir avec nous les points saillants de l'actualité africaine cette semaine. Les Égyptiens sont allés aux urnes pour élire justement leur nouveau président, le successeur de Hosni Moubarak. C'est la première fois de leur histoire qu'ils se rendent aux urnes sans connaître d'avance le vainqueur, le nom du président. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin? C'est une des questions à laquelle nous allons tenter de répondre. Et puis, quels sont les acteurs sur le terrain? On a souvent entendu parler des frères musulmans, mais il y a également l'ancien patron de la Ligue arabe, Ammar Moussa, et puis l'ancien premier ministre égyptien aussi, qui était candidat. Et puis, au Mali, le président malien de la transition, Dioncounda Traoré, a quitté mercredi Bamako pour se rendre à Paris afin d'y subir des examens médicaux complémentaires 2 jours après son agression dans son bureau par des manifestants hostiles à son maintien, alors que dimanche, un accord semblait avoir été trouvé sur la voie de la sortie de crise, mais voilà que la coordination des mouvements hostiles donc au président Dioncounda Traoré et donc pro-poutiste, voilà, a fini par passer à l'acte et ont agressé physiquement le président. Alors sur ces questions, j'ai réuni autour de moi Thiambel Guimbayara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Thiambel Guimbayara qui est donc journaliste à La Voix du Mali, mais à Paris. À côté de Thiambel Guimbayara, il y a Paul Oulé. Bonsoir Paul. Bonsoir. Voilà, je rappelle que vous représentez le mensuel panafricain Diaspora News. Et puis, troisième invité, Saliou Sissavané de Bois-Lantry Consulting. Bonsoir. Bonsoir Saliou. Bonsoir. Voilà. Alors je le disais tantôt, le président Dioncounda Traoré est donc à Paris pour subir des examens complémentaires plus approfondis après l'agression dont il a été victime au Mali. Alors que, je le disais, un accord venait d'être signé dimanche dernier avec toutes les parties prenantes au dossier malien, sous l'égide des médiateurs. Et patatras, voilà qu'aujourd'hui le Mali se retrouve pratiquement sans exécutif principal, sauf le Premier ministre, justement, pour qui Dioncounda Traoré avait signé un décret pour continuer de gérer le pays. Mais il semble que cela ne suffise pas aux poutistes et à leurs partisans qui, eux, réclament tout purement et simplement la démission de Dioncounda Traoré. Avant la discussion, je voudrais qu'ensemble nous regardions ce sujet de Parten Ngoulou de la rédaction de Télésud. Les médiateurs ouest-africains, avec leur tête le chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé, ont quitté Bamako ce lundi matin avec le sentiment d'avoir accompli une mission. Un accord conclu ce dimanche et signé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prévoit la prolongation du mandat de l'actuel président par intérim Dioncounda Traoré. En vertu de ce même accord, le leader de l'ex-junte militaire Amadou Sanogo a obtenu le statut d'ex-président. Une bonne nouvelle pour la communauté ouest-africaine qui, il y a peu, accusait Bamako d'impasse politique. L'échec des dernières discussions des 13 et 14 mai 2012 entre le commandement militaire de la junte malienne et la médiation plonge le processus de transition politique dans une certaine impasse. Cette impasse est aggravée par le rejet des décisions de la CEDEAO par la junte malienne, qui s'oppose à la décision prise par la CEDEAO d'assurer une transition politique d'1 année au Mali. Samedi, l'ex-junte militaire et la CEDEAO avaient convenu que Dioncounda Traoré, investi président par intérim le 12 avril, demeurerait à la tête du pays durant la transition, ce qu'avaient refusé les putschistes. Selon l'accord, la période de transition a été fixée à 12 mois à compter de l'expiration du délai constitutionnel de 40 jours d'intérim ce mardi 22 mai. Dioncounda Traoré reste donc président de transition avec pour mission d'organiser des élections générales, mais aussi et surtout de résoudre la crise dans le nord où, selon l'ONU, près de 35 000 personnes ont fui leur domicile depuis la prise de contrôle de la région par des groupes armés. En marge de ces assises, plusieurs jeunes Maliens sont descendus dans les rues de Bamako pour protester contre la décision de la CEDEAO de confier la présidence de la transition malienne à Dioncounda Traoré.
Voilà, c'était donc un sujet de Pater Ngoulou de la rédaction de Télésud sur des images de nos amis de l'ORTM. Alors, Dioncounda Traoré a été agressé, on le sait, alors que dimanche, on nous l'a dit dans le sujet, lundi matin, les médiateurs de la CEDEAO avaient le sentiment d'avoir trouvé, je dirais, une solution, et tout le monde semble être sur la bonne trajectoire. Et voilà que on a été rattrapé par les démons de la violence. Alors, à votre avis, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi le président a été agressé? Paul Houlé, quel est votre sentiment sur cet événement? Mon sentiment, peut-être qu'il n'est pas important, mais le fait déjà qu'un chef d'État soit agressé de cette façon-là, c'est sans précédent. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit nulle part, sans que sa garde ne puisse intervenir, sans que rien ne puisse s'y faire, et que jusqu'à le blesser, bon, il est là à Paris, heureusement ses jours ne sont pas en danger, mais pourvu que ça ne fasse pas jurisprudence, parce que c'est très dangereux, pas seulement pour le Mali d'ailleurs, qui là se trouve sans exécutif, avec le Nord qui est en proie à des violences, avec des groupes islamiques. C'est un danger, franchement. Enfin, l'exécutif n'est pas là où on le croit. Ben oui. Le vrai pouvoir... Oui, finalement. Je ne sais pas si la CEDEAO a vraiment bien fait de donner le statut d'ancien chef d'État avec tout ce qui s'ensuit à M. Sanogo. Mais au moins, il ne peut plus revenir dire qu'il est chef d'État puisqu'il est ancien. Il ne peut plus réclamer le pouvoir. Là, les choses ont évolué depuis. Sinon, quand le président par intérim a été agressé, pendant la nuit, il y a eu des discussions avec ses partisans, justement, qui ont voulu l'imposer pour cette transition, malgré qu'il ait obtenu pratiquement tout sans rien faire. C'est-à-dire, vraiment, ça a été vraiment un très mauvais exemple qui a été donné, et c'est un peu dommage pour l'Afrique entière, pas seulement pour le Mali d'ailleurs. Savané, quelle est votre réaction votre première réaction sur cet événement? Je suis d'accord avec lui, c'est un acte désastreusement novateur, je dirais, parce que il ne faut pas que ce soit un exemple à suivre. Si jamais on accédait aux hautes personnalités de l'État comme ça, ce serait mauvais. Il y avait pourtant une garde. Mais c'est aussi révélateur. Oui. C'est aussi révélateur d'une impéritie ou du délitement de l'État malien. C'est-à-dire qu'un chef d'État qui apparemment n'a plus de garde, on rentre dans son bureau comme dans un moulin, on l'agresse. Ça donne une idée terrifiante de ce qu'est aujourd'hui le Mali. Alors, on est parti en quelques mois d'un pays exemple, modèle de démocratie, à un État, quasiment un État voyou. Quasiment un État voyou. Alors, est-ce que c'est seulement moi, je ne crois pas que ce soit seulement la rébellion dans le Nord qui ait provoqué cela. Je pense que la rébellion dans le Nord a accéléré le mouvement des choses pour nous permettre de voir que le fruit était pourri de l'intérieur. Oui, mais les militaires parlent aussi de mettre de côté l'élite actuelle qu'on estime corrompue et complètement sans intérêt et complètement décrédibilisée. Oui, c'est-à-dire... Est-ce que cela peut justifier le fait que des soldats en uniforme et en armes ne fassent pas leur travail de protection des institutions? Rien ne peut justifier ce genre de comportement. M. Sanogo, pour un certain nombre de Maliens, c'est Zoro, c'est docteur justice, il va régler tous les problèmes, il a un discours populaire ou je ne sais pas quoi, populiste, voilà. Mais il faut qu'il fasse très attention parce que la communauté internationale, on sait ce que c'est l'Europe et les États-Unis. Et avec la CEDEAO, bientôt, si ça continue comme ça, les gens vont prendre des décisions fermes. Et chaque fois qu'il y a eu la menace des sanctions économiques, il a senti le vent du boulet. Absolument. Et il a chaque fois vacillé. Avec ce Sanogo et ses acolytes, excusez-moi de m'exprimer de cette façon, il faut être ferme. Il faut lui faire comprendre, on lui a donné un statut d'ancien chef d'État qui ne sera jamais à la tête du Mali et que les gens qu'il va sponsoriser dans l'ombre ne vont pas avoir la vie facile. Alors, d'ailleurs, je me demande ce que le Premier ministre en fonction, M. Modibo Diarra, pense de tout cela. Bon, on me dit qu'il a protesté, qu'il est intervenu pour que M. Dioncounda puisse prendre l'avion, mais je pense qu'il aurait dû avoir une position beaucoup plus ferme.
menacé de démissionner, par exemple. C'est parce que sur les principes. Sur les principes, il aurait dû être beaucoup plus ferme. Et puis, moi, je reste malgré tout très amer. Où sont les démocrates maliens? On ne voit pas la rue malienne, comme en 91, sortir, réclamer le retour à l'ordre. C'est quand même très inquiétant. Est-ce que cela ne traduit pas, c'est pas le signe d'un rejet de la classe politique par la population, ou vous pensez que c'est la lassitude de la crise qui fait que la population est plus ou moins amorphe? Un rejet de la classe politique, peut-être pas, parce que, comme il disait le frère, le Mali, c'était quand même, ils étaient bien partis, parce que depuis les événements de 91, ça faisait partie quand même des exemples de démocratie dont l'Afrique pouvait rêver, parce qu'il y avait eu après M. Konaré, il y a eu Amadou Toumani, et bon, ça faisait quand même 20 ans que la chose tenait. Maintenant là, ce qui se passe, franchement, là aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas où en est le Mali. Il faut peut-être alors Tiambel, allez-y. Comprendre votre réaction sur... À la veille, il y avait une convention qui avait été organisée par des soutiens à Sanogo. Et cette convention a été initiée par le COPAM, le collectif des partis qui soutiennent Sanogo, qui sont des restaurateurs purs et durs, qui se réclament de l'ancien régime de Moussa Traoré, et le MP22 qui est dirigé par le docteur Mariko et ses amis et bien d'autres partis politiques. Ce sont ceux-là qui sont à la base de cette agression. Avant peut-être de monter à Koulouba, ils ont rencontré le Premier ministre. Pourquoi ils ne l'ont pas molesté? Parce que ce dernier, dans ses propos, leur a envoyé pratiquement vers le président. Je n'ai pas signé d'accord. Allez-y voir celui qui a signé. Le principal signataire, c'est lui. Je dis ici solennellement, en pesant les mots, que le président de la République a échappé à une tentative de suicide. D'assassinat, je veux dire. Ils ont voulu attenter à sa vie. Parce que monter à Koulouba, trouver que les portes sont grandement ouvertes, où d'abord on a attaqué les bérets rouges c'est le seul corps spécialisé dans la protection des chefs d'État. Ils l'ont attaqué, fermé les camps, suspendu le corps, affecté des gardes républicains, 300 gardes républicains au président de la République qui était en mission à l'occasion. Il est resté avec moins d'une douzaine de gardes qui l'ont suivi de l'Assemblée à la présidence de la République. Rentré, il a ouvert le bureau, accueilli une délégation. Au moment des discussions avec cette délégation, des commandos à travers le mur rentrent avec des gourdins, avec des marteaux, avec des pick-up. Et si ce n'était la célérité et la défense de sa garde rapprochée, on n'en serait pas là. Et je regrette la non-condamnation et le manque de fermeté du Premier ministre, qui a tout simplement s'est contenté, dans un communiqué, dans une réaction sommaire, de dénoncer la situation sans pour autant aller au fond pour traduire cela. Mais le FDR a corrigé. Parce que quand même, on a échappé au pire. Le pire aurait été que les membres, le FDR, les soutiens du président se mettent à travers et s'opposent. Et là, on aurait assisté à un bain de sang parce que les militaires auront une raison pour mater ces gens-là. Ils n'ont pas, heureusement, cédé à la provocation, mais aujourd'hui, ils sont passés par la voie démocratique en portant plainte, en saisissant la justice et en organisant une riposte mardi prochain pour dire non à cette confiscation de la démocratie, pour dire non à cette agression inédite d'un chef d'État qu'on n'a jamais vu, la menace couverte, et le Premier ministre, et le ministre de la Défense, et le ministre de la Sécurité n'ont rien fait pour empêcher cela. C'est quand même assez symptomatique du comportement d'un gouvernement. S'ils n'ont pas pu sauver la première institution du Mali, je ne sais pas s'ils pourront libérer le pays. Donc c'est difficile, c'est un cas presque inédit où le COPAM, le MP22 ou le CESTEM, les organisateurs de la convention doivent répondre à ce délit-là devant la justice et les auteurs qui sont connus, qui sont des militaires en civil, qui doivent également être arrêtés et jugés selon la loi républicaine. Et le président de la République s'est fendu aussi d'un communiqué, donc il a réagi. Le Premier ministre également a eu une réaction, c'était politiquement correct en quelque sorte. C'était politiquement plus ou moins une voie. Il était obligé de soutenir parce que le Premier ministre doit quand même sa réélection, son maintien à ce poste à un président qui signe, qui lui a accordé tout, même le décret de passation de gestion des intendances, il lui doit. Et l'Assemblée nationale est constituée en majorité du parti du président de la République. Parce que c'est à travers ce poste-là qu'il est là. Donc pratiquement le pays est tenu. Mais refuser cela, créer une crise au sud alors que le pays est occupé au nord, relève soit d'une certaine passivité
ou d'une certaine complicité. Et je dirais complaisance ou complicité. Le mot complaisance me semble d'ailleurs très faible pour marquer cette attitude de la junte et de leur soutien. Mais d'autres, dans certains pays, on aurait parlé de haute trahison. Dans certains pays, on aurait parlé... Parce qu'à un moment donné où la nation est menacée, où l'intégrité territoriale du pays est remise en question, si des gens complotent, orchestrent une crise dans certains pays, on peut les qualifier de... Ils peuvent passer devant les tribunaux. Aux yeux de la Constitution du 25 février, c'est une haute trahison. Au-delà, surtout que l'indemnité votée pour Sanogo et le statut d'ancien chef d'État qu'on lui requiert, doit obligatoirement passer, selon la Constitution, par référendum. Elle n'est pas supérieure à la Constitution en soi. Elle remet en cause certains articles bien assis dans cette Constitution-là. Mais c'est qui est très grave, c'est qui, à mon avis, bon, il y a ce désenchantement, cette crise démocratique. Mais je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a une armée au Mali ? Est-ce qu'il y a une armée républicaine? Parce que c'est là le silence assourdissant, je dirais, du capitaine Sanogo. Comment vous l'interprétez? Le coup d'État du capitaine Sanogo le 22 mars, on se souvient de ce qu'il a dit. Il a dit que l'armée n'avait pas assez de moyens pour combattre la rébellion dans le Nord. Depuis qu'il est là... C'était une des motivations. C'était une des motivations du coup d'État. C'en est où aujourd'hui? Le Nord est occupé, le Nord du Mali est presque déserté. Les gens fuient parce que les gens veulent instaurer la charia là-bas. Il faut que les femmes se voilent et tout ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? À part sa petite personne, s'occuper de son statut d'ancien chef d'État, de ceci. Non, c'est vraiment regrettable que quand on raconte, je pense qu'après, on saura les vraies raisons de ce coup d'État. Parce qu'il y a des gens qui racontent, on n'a pas de preuves, qui racontent qu'en fait, cette mutinerie qui s'est muée après, qui s'est transformée en coup d'État, est due au fait qu'on avait demandé à des officiers de Kati d'aller remplacer leurs camarades dans le Nord. Donc c'est en refusant d'aller se battre, d'aller sur le champ de bataille, qu'on est allé à une mutinerie. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais le jour... Il faut quand même reconnaître que le jour où le président, le ministre de la Défense était face aux éléments pour les interpeller et pour faire une certaine mise au point et demander à ce que les hommes se défendent et se battent. Et je crois que le ministre a quitté précipitamment les lieux, il a été pris à partie. Mais les dessous des cartes sont qu'on a constitué une armée de fils à papa. Le recrutement ne tenait plus la route. Il y a des vaillants soldats qui se battent au nord encore. Il y a des colonnes qui continuent à avancer, qui ont d'ailleurs été reçus. Il y a 2 officiers qui ont été d'ailleurs reçus par l'Algérie, qui reprennent de l'élan au nord. C'est ceux-là qui se réclament de l'armée. Ce sont des hommes de l'armée. Ils se battent réellement pour ça. Mais en réalité, il faut reconnaître que c'est peut-être que par rapport à ce conglomérat-là, il va sortir quelque chose. Parce que la ligne de fracture est claire. C'est le mouvement démocratique qui s'est battu depuis 20 ans pour instaurer une démocratie contre ceux de la Restauration. La ligne de démarcation est en train de s'éclaircir. Même si parmi les gens qui soutiennent aujourd'hui les restaurateurs, le régime militaire, il y a parmi eux des démocrates sincères et des patriotes convaincus, aujourd'hui cette muée quand même doit répondre de ces crimes-là, de cette haute trahison devant une justice. On reste républicain jusqu'au bout. Peut-être que demain, on aura une bipolarisation de la classe politique malienne, après coup, mais il faut libérer le Nord, il faut des élections. Vraiment faire de la sociologie politique, un décryptage de sociologie politique pour comprendre les tenants de cette crise au Mali. Parce que là, par exemple, il donne un élément de sociologie politique en parlant d'officiers fils à papa, donc issus de la haute administration ou de la haute bourgeoisie. Bien sûr. Voilà. Alors, en attendant cela, où on en est aujourd'hui au Mali, la communauté internationale et la CEDEAO compris semblaient tenir le bon bout et les choses se sont envenimées. Alors je vous invite à suivre un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de France à l'ONU qu'il a lu au nom du Conseil de sécurité face à ce qui s'est passé. Il nous a semblé que les efforts diplomatiques conduits par la CEDEAO avec beaucoup de courage, avec beaucoup de persévérance et de détermination, que ces efforts pour trouver une solution diplomatique, avec la solution diplomatique fondée évidemment sur le départ de la junte, que ces efforts maintenant, je ne vais pas dire qu'ils avaient échoué, mais en tout cas qu'ils étaient
ils avaient été mis considérablement en danger par ces derniers développements et qu'il faudrait peut-être considérer maintenant d'autres voies. Voilà, c'était donc la réaction du Conseil de sécurité par la voix de l'ambassadeur de France à l'ONU. Alors, il semble qu'on est dans une impasse. Il va falloir penser à d'autres voies. Mais selon vous, quelles vont être les nouvelles voies qu'on peut explorer? Est-ce que vous pensez au déploiement de troupes ou bien à des sanctions militaires ou à plus de fermeté? Tiambel? Moi, je pense qu'on peut sortir de cette situation en renforçant les responsabilités et en appuyant la voie démocratique qui est jusque-là suivie et maintenue par le président. Il faut défendre cette institution, il faut la protéger, il faut appliquer ces accords qui ont été signés avec le déploiement des troupes de la CEDEAO. Mais comment appliquer ces accords si le patron de la junte ou de l'ex-junte ou l'ancien chef d'État qui vient d'avoir son statut semblerait tirer les ficelles en coulisses? Il faut lui envoyer des signaux clairs et ferme. Il n'est pas inintelligent. Tout à l'heure, vous avez fait remarquer que lorsqu'on commençait à serrer les boulons, monsieur était plus accommodant. Il faut lui envoyer un signal clair et ferme, lui faisant comprendre d'ailleurs qu'il risque de rendre compte à la justice internationale s'il y avait dérapage. Donc je pense que si monsieur et ses copains, ses copains ou acolytes se rendent compte qu'il y va de leur avenir, je pense que les choses iront mieux. Il faut conjuguer votre avis sur cette question? De toute façon, la seule solution qui tienne, c'est la solution démocratique. La Constitution a été respectée jusque-là. Le président de l'Assemblée nationale a assuré l'intérim. Il avait 40 jours pour organiser. On sait tous que 40 jours, c'est impossible. Il y a eu un contrat qui a été signé avec toutes les parties pour 1 an de transition. Il faut que tout le monde se tienne à ça et que la démocratie puisse reprendre le dessus. C'est tout simple. Il y avait une voie assez contraignante. L'Assemblée nationale, en votant la loi d'amnistie accordée à ces mutins, ils n'ont d'ailleurs pas mis dans les termes de référence coup d'État, ils ont mis les événements insurrectionnels qui se sont passés de telle date du 17 au 22. Donc, en votant cette loi-là, pouvait contraindre, parce que l'une des dispositions était la dissolution du CNRR2. Il va de soi que l'armée doit retourner dans les casernes et cette armée se fixe à sa mission républicaine et régalienne de protection de l'intégrité territoriale du Mali avec en appui les frères d'armes ouest-africains pour bouter à jamais ces nordistes, ces intégristes du Nord Mali. Très bien. Alors, je voudrais qu'on aille rejoindre notre ami en direct de Dakar, notre ami Gilles Yabi. Gilles Yabi qui est le directeur du projet Afrique de l'Ouest à l'International Crisis Group, pour analyser avec lui la position justement de son ONG qui a l'habitude justement de suivre les crises, les différentes crises politiques et sociales en Afrique. Alors, Gilles Yabi, ma première question est la suivante. Quelle image l'agression du président Traoré Dioncounda donne-t-elle de l'Afrique dans son rapport avec la démocratie? C'est une image désastreuse, bien évidemment, qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois qu'un groupe de manifestants pourrait pénétrer au palais présidentiel de Koulouba sur les hauteurs de Bamako et avoir accès au président fut-il intérimaire, Dioncounda Traoré, et l'agresser physiquement. Et lorsqu'on voit les images d'ailleurs qui ont été prises dans l'enceinte même du palais, on voit des motocyclettes, les fameuses Jakarta, comme on les appelle à Bamako, qui sont installées dans des bureaux de la présidence. Et je crois que cela donne une image évidemment du désordre qui s'est installé dans ce pays, qui a encore très peu de temps était plutôt considéré comme un des modèles de stabilité et de tranquillité dans une région plutôt tourmentée. Alors, quelles conséquences cet événement peut avoir sur le processus de normalisation qui est en cours au Mali? Je ne sais pas si on peut parler déjà d'un processus de normalisation. Il est vrai que des accords ont été signés
résultant de l'action diplomatique de la CEDEAO et qui a un retour formel à l'ordre constitutionnel. Mais enfin, on voit bien qu'il y a encore une confusion à Bamako sur qui détient la réalité du pouvoir. Je crois que l'agression du président intérimaire, évidemment, montre le degré de division du pays dans toutes ses composantes sociales. Mais je crois aussi que derrière cette agression, il faut bien voir deux éléments. Le premier, c'est que un certain nombre d'acteurs politiques et sociaux ont créé les conditions de cette agression en appelant à l'insurrection quasiment contre l'ensemble de l'élite politique du pays, accusée au fond de corruption et de laxisme. Et d'autre part, il faut voir également que les militaires qui étaient présents à la présidence et qui auraient dû protéger le président intérimaire ne l'ont pas fait, et pour certains ont encouragé les manifestants. Cela montre également qu'une partie de l'armée malienne ne respecte pas l'autorité du président intérimaire et est toujours opposée à cette normalisation qu'efforce de mettre en place la CEDEAO et d'autres acteurs. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU estime que cette agression met en danger la sortie de crise et indique qu'il faut envisager désormais d'autres voies. Quel peut être, selon vous, ce plan B ? Je crois qu'il ne s'agit pas nécessairement d'envisager un plan B. À nouveau, des accords ont été signés. Tout le monde est d'avis qu'il faut refuser la prise de pouvoir formelle par des militaires et par le capitaine Sanogo. Le capitaine Sanogo lui-même a accepté le principe d'une présidence intérimaire qui soit au fond dirigée par Diomkoda Traoré. Et il faut rappeler également que l'accord politique qui a été trouvé, en fait, il prévoit que l'essentiel des pouvoirs pendant cette période de transition sera entre les mains du Premier ministre Modibo Diarra, qui est le chef du gouvernement. Donc, au fond, la querelle autour de la présidence intérimaire ne devrait pas être aussi importante, puisque le président intérimaire ne va pas avoir beaucoup de pouvoir pour gérer la crise au nord et pour, à terme, organiser des élections. Je crois que le principe, enfin, ce qu'il faut maintenant souligner, c'est que c'est une crise qui, à nouveau, s'inscrit dans la durée et la fragilisation de l'État, des autorités civiles, va sans doute nécessiter un effort beaucoup plus important de la part de la région et de la part des acteurs internationaux de manière générale. Et la complexité, c'est qu'il faut à la fois soutenir l'État dans sa dimension civile et dans sa dimension militaire. Il faut bien que l'État malien se remette sur pied, et cela implique également de ne pas fragiliser l'armée malienne et d'avoir un interlocuteur au sein de l'armée malienne, mais en même temps, il faut marginaliser la junte et en tout cas refuser une interférence de la junte dans les affaires politiques. Alors, ce sera ma dernière question. Comment interprétez-vous alors l'attitude du capitaine Sanogo, son étrange silence devant des événements aussi graves? Et est-ce que le statut d'ancien chef d'État qu'il a obtenu, on essaie contre quelle contrepartie justement, est-ce que ce statut constitue également, selon vous, un dangereux précédent? Je crois que l'octroi d'un statut d'ancien chef d'État est de privilège à l'auteur d'un coup d'État, les coups d'État étant unanimement condamnés par la CEDEAO, par l'Union africaine, par l'ensemble de la communauté internationale. Évidemment, cela constitue un précédent qui n'est peut-être pas dangereux, mais qui est au moins fâcheux. Le fait est que la CEDEAO a dû négocier avec le capitaine Sanogo pour trouver un compromis sur la présidence intérimaire, et n'étant pas dans le secret de ces négociations, il est difficile de savoir si on aurait pu obtenir le même résultat, c'est-à-dire l'effacement du capitaine Sanogo sans avoir à lui faire une concession aussi importante. Maintenant, il faut aussi observer que de fait, en acceptant le statut d'ancien chef d'État, il ne peut pas être à la fois ancien chef d'État et nouveau chef d'État, et donc il y a tout de même un point positif, c'est que le capitaine Sanogo ne peut plus maintenant remettre en question l'autorité des autorités, enfin l'autorité des responsables civils, mais à nouveau la difficulté de la situation au Mali, c'est que il faut soutenir un gouvernement, il faut soutenir le gouvernement de Modibo Diarra, mais il faut également retrouver
trouver une chaîne de commandement claire au sein de l'armée, et c'est aussi en réalité que dans cette armée, il y a un grand nombre de personnes, peut-être une majorité, qui soutient la junte, et en tout cas qui ne l'a pas rejetée de manière claire. Voilà, je voudrais vous dire merci, Gilles Yabi. Vous étiez en ligne avec nous de Dakar, où vous êtes basé. Je rappelle que vous êtes le directeur du projet Afrique de l'International Crisis Group. Voilà, messieurs, l'avis donc d'un expert aussi comme vous, et apparemment il vous rejoint dans ses analyses. Alors, avant de clore la parenthèse sur le Mali, enfin le sujet sur le Mali, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO est capable maintenant d'aller vers plus de fermeté, parce qu'on ne va pas continuer de ce tango argentin, ce pas de deux dans lequel il semblerait que ce soit la junte qui tire les ficelles. Saliou Savané. Non, mais si la CEDEAO arrive à contrer les velléités ou enfin, je ne parle pas de projet, mais les velléités ou les initiatives du président Blaise Compaoré, effectivement, il parlait d'une seule voix, oui. À ce moment, en se basant sur la légalité constitutionnelle des institutions, le respect de la démocratie, la CEDEAO peut effectivement faire quelque chose pour le Mali. Parce que, bon, on a vu un peu les initiatives du président de Burkina Faso, on a vu la façon, les liens qu'il a, on connaît les liens qu'il a avec le Premier ministre actuel du Mali, avec le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, la prime, enfin, je mettrai ça en guillemets, la prime au coup d'État, en guillemets, qu'il a accordé au président, Capitaine Sanogo. Bon, c'était un récidiviste parce que quand il y avait la crise en Guinée, c'était un peu la même chose. Bon, alors donc, si la CEDEAO s'en tient au respect de la constitution du Mali, à la légalité, effectivement, il peut faire des choses, effectivement. Voilà. Oui, Paul Houlet. Je vais rejoindre Savané. La CEDEAO, le problème, c'est que depuis le début, la CEDEAO a commis un peu d'erreur quand même dans le règlement de cette crise. Parce que d'abord, au départ, ils ont annoncé l'envoi de soldats. On ne peut pas annoncer d'envoyer des soldats pour intervenir dans un coin quand on n'a pas les soldats. Bien sûr. Donc ça, c'était déjà une erreur. Bon, maintenant qu'ils ont pris la température de la situation et qu'ils voient que le Mali est en train de tanguer, c'est qui va... Et il se trouve que si le problème demeure au Mali, ça va influer sur toute l'Afrique de l'Ouest, donc on est tous concernés. Donc il faut bien qu'ils prennent la température de la chose et qu'ils sachent que la seule voie qu'ils puissent tenir, comme il a dit, c'est la voie de la démocratie, c'est dire la transition et puis les élections dans un an, tout simplement. Mais il faudrait peut-être pour cela que la junte se montre beaucoup plus coopérative et je dirais beaucoup plus sincère dans son attitude. Pour cela, il faut être plus ferme avec la junte, justement. Voilà. Pas de complaisance. De mon point de vue, en tout cas, le Mali, en tant que pays fondateur de la CEDEAO, qui a donné 2 présidents de la CEDEAO, qui a participé à des actions de restauration de la démocratie en Sierra Leone avec la CEDEAO, a à son tour, et surtout que le Mali a inscrit dans sa constitution qu'il est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté pour l'Union africaine, je crois que la porte est grandement ouverte. Mais il y a un bémol, parce qu'à Abidjan, on a dit au Mali que on va explicitement intervenir. Et à Dakar, on a dit si le Mali demandait, et cette demande-là, sans préciser qui doit demander. Ça, c'est le double jeu qui, à mon avis, est imputable au médiateur, qui a échoué dans cette phase-là, qui a été très complaisant par rapport à... Le président burkinabé. Le président burkinabé qui a été très complaisant par rapport à la CNRR2. Et l'erreur de la CEDEAO aussi, c'est de signer cet accord cadre et de maintenir coûte que coûte dans le jeu cette structure militaire qui n'a aucune existence légale au Mali, et malgré la restauration de la Constitution. Ça, c'est quand même des erreurs où il faut tirer dorénavant les leçons et permettre à ce que la Constitution du 25 février 92 soit appliquée dans son esprit et dans sa lettre. Vous pensez que le président Dioncounda va regagner Bamako rapidement, ou il va attendre d'avoir de meilleures assurances pour sa sécurité? Je pense que quand on est président, on est au-delà... On choisit d'aller au-delà de sa personne. Donc je pense que s'il a accepté ce poste, c'est qu'il a donné
pour utiliser une expression connue, il a fait don de sa personne, pour son pays. Très bien. Donc j'espère. Ben, on verra. Le président Yokunda est là pour se soigner. Il avait ce rendez-vous avant aujourd'hui, il l'a honoré, mais les événements l'ont précipité. C'est sûr que très prochainement, il regagnera Bamako, après avoir eu le soutien de la communauté, de la diaspora. Après, tout simplement, l'avis favorable des médecins et un avion spécial le ramènera à Bamako, tout comme ce vol qui l'a ramené à Paris. Très bien. Donc, en attendant, nous souhaitons donc un prompt rétablissement au président Yokunda Traoré et que rapidement les esprits s'apaisent à Bamako pour qu'il regagne son pays. Autre pays en proie à une actualité politique brûlante, c'est l'Égypte. L'Égypte où pour la première fois de son histoire, les Égyptiens se sont rendus aux urnes pendant 2 jours. Les élections sont déroulées donc sur 2 jours, mercredi et jeudi dernier, pour élire un successeur au président Moubarak. C'est la première fois que justement une élection est organisée selon les règles et que le président n'est pas connu d'avance. Alors on va revenir en arrière pour voir un peu le décor de cette élection dans ce sujet qui nous a été préparé par notre ami Moïse Munkoro de la rédaction de Télésud. Le scrutin est inédit. Quelques 50 millions d'électeurs sont invités à choisir parmi 12 candidats le successeur de l'ancien président Hosni Moubarak, chassé du pouvoir en février 2011. J'espère que le résultat sera positif. Toutefois, je ne peux m'empêcher d'être anxieux. Enfin, que le scrutin aille dans un sens ou dans l'autre, au final, c'est la démocratie qui l'emportera. Tout le monde est très heureux d'aller voter. Tous ceux qui ont une carte d'électeur vont se rendre aux urnes aujourd'hui. La victoire devrait se jouer entre 4 candidats, dont l'ex-chef de la Ligue arabe, Ahmed Moussa, ou encore Ahmed Shafik, le dernier premier ministre d'Iraïs déchu. Tous les deux se posent en rempart contre l'islamisme incarné par les frères musulmans aujourd'hui majoritaires au Parlement. Leur représentant Mohamed Morsi, considéré comme peu charismatique, est confronté à un autre frère dissident, Aboul Foutou. Cette élection marque aussi la fin d'une transition agitée sous l'égide des militaires qui ont promis de rendre le pouvoir aux civils avant le 30 juin. Le dépouillement doit débuter samedi et les premiers résultats sont attendus mardi prochain. Un second tour est prévu les 16 et 17 juin dans le cas où aucun candidat n'aurait la majorité absolue. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, le visage de son président n'est pas connu à l'avance. Voilà, messieurs. Alors, oui, cela vous fait marrer. Ben, les Égyptiens vivent une situation assez particulière, oui, inédite, parce que depuis les événements de l'année dernière, depuis l'occupation de la place Tahrir, on a vu l'armée maîtriser, être au cœur du jeu politique. Et je crois que les futurs dirigeants de l'Égypte doivent crever l'abcès de la position de l'armée définitivement. On a vu un des électeurs qui se disait anxieux parce qu'il sait très bien que l'armée n'est pas prête de s'effacer. Mais à votre avis, est-ce que vous pensez que le président qui va sortir des urnes aura vraiment les coups des franches? Oui, allez-y, ça va dire. Je serais, moi, pour ma part, étonné que le vainqueur de cette élection le soit sans l'aval de l'armée. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on... Bon, d'abord, il faut savoir que l'Égypte est un pays très important pour l'échiquier politique, pour la stabilité du Proche et Moyen-Orient. C'est un pays de 80 millions d'habitants. C'est l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Enfin, je ne parle pas de l'armée iranienne ou turque, mais dans le monde arabe, c'est l'armée la plus puissante. Et on ne va pas me dire que l'Égypte, qui est le second pays au monde à bénéficier de l'aide américaine et qui a des relations, qui avait jusque-là... L'armée est tenue sous perfusion par les dollars américains. Et on ne va pas me dire que le voisin israélien n'est pas très attentif à ce qui se passe en Algérie. Bon, ça c'est en Égypte, excusez-moi, voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que pour cette élection, la commission électorale, les dispositifs de la commission électorale disent à son article 38 qu'il n'y a aucun recours. C'est-à-dire que si la commission électorale déclarait un vainqueur, il n'y a aucun recours. Il faut aussi savoir que le candidat naturel des frères musulmans, M. Hicham Al-Chater, a été interdit de se présenter. Il y a M. Morsi, qui est un monsieur pas très charismatique, qui se présente. Et puis, il y a l'ancien Premier ministre du président Moubarak,
qui, je ne serais pas étonné, qui est les faveurs de l'armée. Il faut savoir que l'armée égyptienne... Et la place de Ammar Moussa, l'ancien président de la Ligue arabe. Bon, là, on me dit, enfin, il y a des éléments que les islamistes ont annoncés. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est conforme à la réalité. Ils disent qu'il est 3e ou 4e, je ne sais pas. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il faut que les gens sachent, c'est que la colonne vertébrale, l'ossature de l'État égyptien, c'est l'armée. C'est l'armée. Et l'armée est le premier acteur économique en Égypte. L'armée détient elle seule plus de 35 usines. On n'a pas beaucoup entendu le général Tantawi. Voilà, et il ne faut pas s'imaginer que ces gens vont renoncer parce que les gens ont manifesté sur un coup de baguette magique. Bon, c'est vrai que les gens manifestent, c'est vrai qu'à la télévision les gens se parlent, s'expriment librement, mais il faut savoir qu'il y a 12 000 prisonniers d'opinion dans les geôles dans les geôles qui vont être jugés par des tribunaux militaires. Donc, je pense que c'est une élection organisée par l'armée qui doit rendre le pouvoir... La démocratie s'organise. Qui doit rendre le pouvoir aux civils. Vous avez un pays à côté, l'Algérie, où vous avez un civil qui est au pouvoir, mais qui gère le pays en répartition des tâches avec l'armée. C'est-à-dire chacun sait quelle est la ligne rouge à ne pas franchir, une sorte de direction collégiale. Il y en a, chacun a ses féodalités, et puis voilà. Je pense que c'est un peu ça. Paul, vous partagez le même pessimisme que Savané? Non, je ne vais pas être aussi pessimiste. En termes de démocratie. Non, pessimiste en termes du réalisme. Voilà. Du réalisme, ouais, je veux bien, parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de pays arabes, quand même, les généraux tiennent quand même l'État. Voilà, quelque part. Mais bon, depuis pratiquement 80 ans, comme on dit, c'est la première élection vraiment pluraliste où on ne sait pas d'emblée celui qui va sortir vainqueur des urnes. Donc ça, déjà, c'est un grand pas. Maintenant, il faut dire quand même qu'il y a 55 millions d'Égyptiens qui vont se déplacer aux urnes. Il ne faut pas commencer à dire que ça dépendra du bon vouloir. C'est un bon début, Une chose est claire, c'est que bon, il faut un début à tout, et là, c'est un bon début pour l'Égypte. Ce que je regrette un peu, c'est que les frères musulmans n'aient pas donné le temps à la commission électorale d'annoncer les premiers résultats. Ils ont commencé les dépouillements, ils n'ont pas annoncé les premiers résultats, que eux déjà, ils annoncent qu'ils sont devant. Oui, ça c'est une façon de créer la confusion. C'est ce qui est dommage. Il faut que les téléspectateurs savent qu'on va aux élections sans constitution. On ne sait même pas si le régime sera présidentiel, parlementaire, quelles seront les prérogatives du futur président. C'est le Conseil supérieur des forces armées qui reste maître du jeu. Vous allez voir. Non, c'est oui, alors, on laisse finir Paul, et après je prendrai l'avis de Tiambel. Parce qu'il n'y a pas qu'au Mali où on a un problème avec l'armée. On est d'accord sur ça, mais il faut dire quand même que les gens sont bien allés aux urnes et que leurs voix seront prises en compte. Voilà. Ce qui est dommageable un peu, c'est que les frères musulmans commencent à donner des résultats avant la commission électorale ou le ministère de l'Intérieur. C'est un peu le jeu. C'est ce qui est dommage. D'ailleurs en Afrique où l'opposition se déclare vainqueur avant même. Il faut la communauté internationale, donc l'Europe et les États-Unis, le monde occidental, demandent aux Égyptiens de donner une légitimité par les urnes. Oui. On a vu, il y a des légitimités par les urnes dans plusieurs pays d'Afrique, monsieur. Bien sûr. Très bien. Alors, Tiambel, il n'y a pas qu'au Mali où le pays a un problème avec l'armée. On voit qu'en Égypte aussi, l'armée, c'est l'État. Ouais, on voit que dans ce pays qui est pratiquement un don du Nil, et ce pays qui est l'une des plus anciennes civilisations africaines, noires sur terre, en se référant aux écrits de Cheikh Anta Diop, le pays des pharaons, donc, va élire un raïs sans le raïs. Celui qui a été le plus longtemps attitré là connaissait très certainement les résultats avant, et 50 millions se rendront en prenant 50 millions se rendent aux urnes pour départir 12 candidats, parmi lesquels 3 ont été recalés, dont les 3 presque favoris, et non des moindres, en citant l'ancien chef de sécurité et puis les 2 autres islamistes. On a également vu que tout ça, c'est parti d'une révolution de la place Tahrir quand même, où les manifestants se retrouvaient, où la jeunesse s'est battue. Et ça, il ne faut pas oublier, il faut saluer ce vous avez courage peur et cette ferveur. qu'on ne confisque le rêve de la jeunesse, qu'on leur vole leur révolution? Je voudrais dire que
que la révolution égyptienne, s'il y a révolution, n'est pas arrivée à son point d'achèvement. Il y a une révolte, mais une révolution, c'est lorsqu'on remet en question, lorsqu'on établit un système qui remet en question l'ordre ancien. Or, on est dans une période de transition, il n'y a pas eu encore de révolution. Donc, cette révolte est un accélérateur qui va peut-être nous mener à une révolution. Et bon, il faut savoir... Il faut savoir... La Bodiaï, son procès, le jugement... Il faut savoir que l'Égypte est partie d'une monarchie à un régime militaire qui est là depuis 1952, depuis 60 ans, et que maintenant va s'engager progressivement une autre mutation vers peut-être un régime démocratique, mais où l'armée va jouer un rôle central, puisque les dernières réformes de 2004 avaient marginalisé un peu les militaires. Vous allez dans mon sens, donc, heureusement. La révolte de la place Tahrir était une aubaine pour eux, pour revenir au cœur du jeu. Surtout que les militaires ont réussi quelque chose. Ils ont réussi à opposer les Égyptiens les uns contre les autres. Une partie de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie égyptienne, est aujourd'hui avec l'armée. Parce qu'elle considère que tout ça, c'est du désordre, et c'est des gens conservateurs, bon, avec Moubarak... Le business n'aime pas le bruit et le désordre. Donc, ils se disent, bon, voilà. Donc, il faut faire très attention. L'armée égyptienne, avec l'assentiment, le silence des puissances occidentales, est en train de manœuvrer, hein, et puis on va voir, il y aura quelqu'un d'élu, certainement, mais je pense que l'armée va lui définir les contours de son pouvoir. Et pourtant, l'armée, c'est quand même le Conseil supérieur le Conseil supérieur des forces armées, c'est dit prêt à remettre le 30 juin les pleins pouvoirs au président qui sera élu. Mais là où le bas blesse très certainement, là je vais rebondir sur le rejoindre, c'est que ce président rentre dans un moule qui n'est pas préparé d'avance, c'est-à-dire qu'on n'est pas ses prérogatives. Et là, vraiment, le bas blesse. Et ça peut se comprendre aussi parce que la première chambre, les législatives ont été remportées par les frères musulmans. Donc on peut aller vers une cohabitation entre le représentant de Ils ont 45% de l'Assemblée. Avec, parmi la configuration des candidats qui sont en avance aujourd'hui, soit on donne la majorité aux frères musulmans sous le contrôle de l'armée, ou on met un doublon en mettant un homme proche. Ce qui semble... Ça fait des décennies... On n'en est pas encore là. Ça fait des décennies... Oui, alors ça fait des décennies... Une dernière réaction, et puis on va passer à la séquence des brèves. Voilà, ça fait des décennies qu'en Égypte, les frères musulmans sont la principale force politique. Parce qu'ils ont beaucoup investi le champ social. Ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux, ils ont des intellectuels, etc. Donc bon, alors l'armée, par M. Moubarak, a réussi pendant longtemps à les contenir, parce qu'il ne fallait pas des islamistes à la chose. Maintenant, vous constatez qu'on parle d'islamisme modéré. Voilà, donc on prépare, la sémantique on change, on évolue, et puis pourquoi pas, il y a des gens avec qui, il y a l'islamiste de Turquie, voilà, on dit lui il est très bien, il comprend les choses. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, on le sait tous ici, que bon, le monde est régi un peu par un système. Et quand on, voilà, bon. Et ce n'est pas le seul favori qui s'est replié, il y a également Omar El Baradei, son cas était assez révélateur, il s'était vraiment engagé dans la course, mais après, il s'est retiré, soi-disant que le processus n'est pas parfait. Il reproche normalement parce qu'il ne voulait pas être marionnette. Tout à fait. Alors, messieurs, si vous le permettez, il nous reste 5 minutes et je souhaiterais qu'on passe à la séquence des brèves. En attendant les résultats qui vont être publiés mardi prochain, et certainement que les résultats nous donneront l'occasion de revenir sur ce plateau pour analyser les enjeux futurs et les perspectives de l'Égypte après l'élection de son nouveau président. Alors sur cette séquence de brèves, je voudrais commencer par Paul Houlet. Quelle est pour vous l'actualité sur laquelle vous voudriez revenir sur ce plateau en fin de semaine? L'élection du nouveau président français, forcément, François Hollande, qui a été élu le 6 mai dernier, et donc l'avenir de la France-Afrique, la nébuleuse, qui, dans son programme, il a dit qu'il allait avoir une autre démarche avec l'Afrique, et que ça allait être plutôt une coopération économique. Donc bon, on attend de voir ce que le nouveau président français va nous concocter, parce que cette France-Afrique, on n'en veut plus tous, mais bon, elle demeure, donc parfois on est obligé de faire avec. Ça arrange peut-être les affaires de certains, vous ne savez pas. M. Hollande nous a dit que non, lui ça ne l'arrangeait pas et qu'il voulait changer, donc on attend de voir si ça va évoluer. Il faudrait que
nous, les Français, et nous aussi, nous ne voulions plus la France-Afrique, et réellement. C'est ce que je dis, bien sûr. Très bien. Allez-y, encore un mot ou... Oui, donc bon les relations entre la bien France sûr. et les pays africains, il faut que ça évolue positivement et que ce soit plutôt des relations économiques à égalité, gagnant-gagnant, quoi. Dans une transparence. Dans une transparence, voilà. Alors, si Savané, votre brève de cette semaine? Ma brève, c'est que, je voudrais ici rappeler un fait, c'est que l'un des plus grands criminels de l'histoire contemporaine d'Afrique est complètement oublié. Voilà un monsieur qui a tué des dizaines de milliers de ses compatriotes, qui a passé un accord avec les Américains quand il a cédé le pouvoir, et qui se la coule douce au Zimbabwe. Je parle de Mengistu Haile Mariam, qui a sévi en Éthiopie, et personne ne parle de lui. Monsieur Ocampo, de la CPI, où la dame qui lui succède devrait s'intéresser à un cas comme ça. Personne ne parle de lui. Dieu sait qu'il y a eu du sang, qu'il y a eu des flots de sang versés dans ce pays. Silence total. Voilà. Moi, sur deux points. Une première pensée de nécrologie envers cet historien malien qui nous a quitté, le professeur Cheikhni Modi Sissoko, paix à son âme, et une pensée respectueuse vers nos confrères qui font actuellement l'œuvre d'arrestation au Mali. La chape de plomb aux politiques n'échappe pas également aux journalistes maliens. En la personne du directeur de publication de l'indépendance, Aouti Aïdara, de Biram Fall, et également de M. Babi qui a disparu il y a 72 heures, on ne sait pas où est-ce que ça se trouve. La Voix du Mali est également passée par là. On a eu certains confrères menacés, des sources qui ont été assassinées dans la cour de leur thème. On s'incline devant la mémoire de toutes ces victimes-là et nous demandons à Reporters sans frontières pour qu'il intervienne aux organisations de droits de l'homme, pour qu'il intervienne pour que nos confrères retrouvent la liberté. Parce que la presse, elle a le droit d'être libre. Les Maliens se sont battus pour ça. C'est l'une des réglementations, une des fiertés du Mali. Il faut que la presse retrouve tout son rôle et sa place. Très bien, voilà. Messieurs, je vous remercie pour votre participation à ce numéro de Maki Hebdo, donc qui touche à sa fin. Voilà, je voudrais rappeler simplement que on avait sur ce plateau Tiambel Guimaïra de La Voix du Mali. Merci Tiambel. Je voulais remercier également Paul Houlet de Diaspora News, le mensuel panafricain publié à Paris. Et puis si ça va dire, bien sûr, notre ami de Bolandry Consulting. Merci. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier également toute l'équipe de la régie et également la rédaction de Télésud qui nous ont aidés à préparer cette émission et qui nous accompagnent toutes les semaines pour vous livrer les dessous de l'actualité africaine et à la mettre également en perspective. Voilà, merci, bonsoir chez vous et puis nous nous retrouvons vendredi prochain, ici même, à la même heure, si tel est votre souhait, bien sûr.